Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h45 sur ITV. C'est parti pour le journal. À la une de l'actualité ce soir, le chef de l'État Macky Sall a inauguré cet après-midi la mosquée Blanchot réhabilitée. Cette première mosquée de Dakar, classée monument historique, sort ainsi d'une réhabilitation de 4 ans. Coût global, plus d'1,177 milliard de francs CFA. Un bâtiment flambant neuf qui n'a pas totalement été livré. Quelles sont les raisons? Réponse dans cette édition avec Abdourahmane Ly. Korité 2022, l'oignon local arrose le marché, les prix fixés entre 5 500 francs et 6 000 francs CFA et le kilogramme entre 300 et 350 francs. Certains commerçants parlent déjà de mévente. À suivre le reportage d'Alun Sow. Dans ce journal, nous parlerons également des 100 premiers jours de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar, dans la capitale sénégalaise. Les populations passent à la loupe la gestion de leur maire élu le 23 janvier dernier lors des élections locales. Des avis mitigés recueillis par Mam Abdou Gaye Kassé. Voilà pour les titres, dans un instant le développement. Bonsoir et bienvenue. Fermée au moins pendant 4 ans, la mosquée Blanchot a été réhabilitée et ouverte cet après-midi. Une réouverture qui a vu la présence du chef de l'État, Macky Sall, y a prié la traditionnelle prière du vendredi. Par ailleurs, cette réflexion de la mosquée fait le bonheur des riverains et autres fidèles. Un bâtiment flambant neuf qui n'a pas totalement été livré. Quelles sont les raisons? Précision dans cet élément de Abdourahmane Ly et Moussa Fall. Imam Makhtar Seck sort de la mosquée comblée après avoir dirigé la prière du vendredi dans cette mosquée rénovée devant le chef de l'État. Après 4 ans de réhabilitation, la mosquée Blanchot rouvre ses portes et allume sa sonorisation pour les fidèles musulmans. Je n'arrive pas à formuler une phrase pour vous dire ce que je ressens en ce moment. C'est inexplicable. Par ailleurs, j'aimerais prier pour El Hadj Rawane Baye. Il est certes malade, mais s'est présenté à l'inauguration. Nous prions pour lui, car nous le représentons ici. La famille Tidiane n'a pas manqué à l'appel de l'inauguration de cette mosquée vieille de plus de 100 ans. Surplombant de bonheur, Mama Alfassi expose. Je veux d'abord prier sur le prophète Mohammed paix et salut sur lui. Je suis très ravi du travail remarquable qui a été abattu sur place. Que la bénédiction du Tout-Puissant soit sur le chef de l'État, lui qui a entrepris ces travaux, comme l'a dit le professeur Rawane Baye. Que toutes les prières faites par les fidèles dans cette mosquée soient exaucées. Sur 2 niveaux et établie sur une surface de 4391 mètres carrés, cette mosquée reçoit hommes comme femmes qui ont ainsi exprimé leur satisfaction. C'est un bijou quoi. Yàlla nangu lépp loolu def ci néegu yàlla te yàlla rek tax yàlla lay fayal boppam nel masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada. Un lieu de culte qui nous permet peut-être de mener nos prières. Donc vraiment c'est formidable, c'est important aussi. Mais un défi subsiste, celui de l'entretien, reconnaît ce membre du comité de gestion de la mosquée. Bon, on va s'organiser pour réunir les moyens qu'il faut et l'équipe qu'il faut et les appareils qu'il faut pour entretenir comme il faut. Parce que les autorités ont fait ce qu'elles devaient faire. C'est à nous de relever le défi de la maintenance et de l'entretien. Pour l'heure, le budget consacré à la maintenance n'a pas encore été dégagé. Une mosquée qui sera totalement livrée dans quelques semaines, rassure Pape Alassane Dir, qui explique la dérogation par des travaux encore en cours. À l'instant, le reportage d'Abdourahmane Ly, Moussa Fall et Souleymane Diallo. L'oignon local. Korité 2022, l'oignon local arrose justement le marché. Les prix fixés entre 5 500 francs et 6 000 francs le kilogramme, entre 300 et 350 francs. Mais si certains commerçants soutiennent une mévente, d'autres par contre voient le contraire. Les détails dans ce reportage d'Also. Au marché Castor, vendeurs
clients et conducteurs de chariots sont dans une bonne ambiance, mais la grande remarque, ce sont des sacs d'oignons superposés dans presque chaque magasin. Un commerçant confirme la disponibilité du stock, mais soutient que la clientèle se fait rare. Le marché est très bien approvisionné, mais la clientèle se fait rare. Nous ne voyons personne. Nous ne savons pas si c'est à cause du manque d'argent ou pas. Une allégation vue différemment par son père. Selon ce dernier, l'oignon est bien vendu. Mais ça dépend. Nous ne nous plaignons pas du tout. La vente de l'oignon marche très bien. Nous vendons sans problème. Le sac d'oignon est actuellement à 5500 francs CFA. Actuellement, sac 5500. Même son de cloche chez son voisin, trouvé assis devant sa boutique. Il se livre. Nous vendons sans problème. L'oignon local est la seule dans le marché actuellement. Donc son écoulement se fait rapidement. Vivement que ça continue et que la production locale augmente. À moins d'une semaine de la fête de Korité, l'oignon local inonde le marché à des prix qui varient entre 5500 francs et 6000 francs CFA le sac. Mais les avis des commerçants divergent sur son écoulement. Aliou Sow, pendant ce temps, la section de recherche de Thiès a mis la main sur des présumés voleurs de bétail. Les mises en cause ont été présentées au tribunal de Thiès. Ouf de soulagement chez le collectif contre le vol de bétail à Thiès. Un receleur a été aussi identifié. Isidore Alexandre-Sen. Les éleveurs de la région de Thiès, victimes de vol de bétail, avaient été en justice. La section de recherche de la gendarmerie de Thiès vient d'appréhender de présumés voleurs. Voici les explications de Ndongofa, le président du collectif contre le vol de bétail à Thiès. Nous venons juste de sortir donc d'une audience au niveau du tribunal. En fait, le victime Mahoudjatal de Kermetouré a été convoqué au tribunal donc pour une audience portant sur vol de bétail. Les voleurs ont été arrêtés. Il y a 2 qui sont été interpellés. Et parmi ces 2 personnes, il y a l'un qui dit que l'autre également, il est impliqué dans le vol. Maintenant, il nous reste à identifier le 3e voleur. L'audition de ces présumés voleurs a permis de lever un coin du voile sur un receleur qui habite dans la capitale du rail. À Thiès, dans un quartier, un grand receleur a été identifié et il y a du bétail qui a été retrouvé donc dans sa maison. Le nombre de bétail qui a été retrouvé est loin de celui qui a été soustrait, mais le collectif se réjouit du travail abattu par les gendarmes. On est en train donc de remercier la brigade de recherche qui est en étroite collaboration avec le collectif de lutte et des voleurs ont été identifiés. Presque une liste de 25 présumés voleurs ont été identifiés et il y a des dossiers qui sont en cours au niveau du tribunal. Le collectif contre le vol de bétail à Thiès envisage de tenir une grande rencontre de sensibilisation sur le phénomène. La coordination sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, dit stop à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Elle a organisé une rencontre à Somone avec l'ensemble des parties prenantes du projet sous-régional et du renforcement des mécanismes régionaux de coordination de la lutte contre la pêche illicite. La finalité, c'est d'harmoniser les efforts des pays de la sous-région dans la lutte contre ce fléau. Ndiaga Gueye est le chargé des pêches et de l'aquaculture au bureau régional de la FAO. Je vous propose de l'écouter au micro de Muntaga Kane. Ce secteur est confronté à d'énormes difficultés et à de graves menaces. Et une des menaces les plus importantes, c'est justement la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, qui est véritablement un fléau dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Les États, depuis de longues années, ont tout fait pour combattre ce fléau avec leurs moyens, qui sont des moyens de pays en développement. Et nous avons pensé que si on veut rester simplement à l'échelle nationale, on ne va pas y arriver. Il faut communautaliser les moyens. Et donc, à travers la CEDEAO, qui est un organe économique, la FAO a apporté d'abord son soutien dans le cadre d'un projet de coopération technique financé à partir des propres ressources de l'organisation, pour au moins
essayer de regarder de plus près ce fléau. Quels sont les véritables enjeux et comment faut-il en venir à bout? Comme je l'ai dit tantôt, c'est en mutualisant les moyens et en ayant une approche commune. C'est l'objet de notre réunion ici. Reportage du soir, 100 jours du train express régional. Les usagers apprécient le travail au sein du TER, mais sollicitent une certaine cohérence sur les prix, n'est-ce pas, Boudal Ndiaye? Depuis sa mise en circulation, le train express régional a beaucoup facilité le transport en banlieue dakaroise. Pour Habib Diong qui emprunte le train depuis maintenant quelques semaines, le TER est venu à son heure. Pratiquement, vraiment, c'est très satisfaisant, puisque depuis qu'on a commencé le TER là, au niveau de notre département Pikine, vraiment on a bien apprécié. Vraiment, ça facilite notre relation, comment dirais-je, notre le flux de transport là, ça nous facilite. Mais ce que la population déplore maintenant là, il dit que le tarif c'est un peu cher, mais pour moi aussi vraiment c'est abordable. Même son de cloche pour Amadou qui quitte Yeumbeul tous les jours. Pour ce jeune homme, le tarif doit être revu. Entre Yeumbeul et Rufisque, tu payes 500, Thiaroye et Rufisque, tu payes 1000 francs, Rufisque Colobane, 1000 francs. Ce tarif-là n'est pas normal. On pouvait faire Rufisque Thiaroye 500, après le reste on paye 1000 francs. Donc dans les prix, il y a des choses qu'il faut revoir. En plus, on doit augmenter les wagons pour nous permettre de gagner du temps. Par exemple, le week-end, tu peux rester 20 minutes à attendre un train. Néanmoins, tous sont unanimes, le train express régional est venu soulager la banlieue. Franchement, on n'a rien à dire sur le train express régional parce qu'il est impeccable et il nous permet vraiment de gagner du temps. 100 jours après sa mise en circulation, les usagers saluent le professionnalisme et le pragmatisme du train express régional. Boudal Ndiaye, merci. Il est le correspondant du groupe E-Media à Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et environ. Ils ont été élus le 23 janvier dernier lors des élections locales qui ont tenu le peuple en haleine. Une autre échéance attend demain les nouveaux maires élus les 100 premiers jours d'exercice de leurs fonctions. Dans la capitale sénégalaise, les populations passent à la loupe la gestion de leur maire. Barthélémy Diaz, si d'aucuns saluent ces actions, d'autres par contre sont perplexes. Des avis mitigés. Mam Abdou Gueye Kassé, Sidina Mbaye, reportage. Les bureaux de ce monsieur se trouvent à quelques encablures de la mairie de Dakar. 100 jours n'est pas beaucoup, mais je pense que Barthélémy Diaz a tout de même posé des actes forts, d'autant plus que le budget de l'hôtel de ville a été voté avant qu'il ne soit élu. C'est vrai que 100 jours, c'est pas long, mais déjà il a commencé à poser des actes. Bon, en rapport avec la gestion de la mairie, déjà par rapport au recrutement, moi j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il ait recasé Guy Marius Sagna et le capitaine Touré. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Alors maintenant le reste, il y a également le rapprochement avec l'État, parce que Bat est quand même un opposant. Le vent qui souffle sur Dakar fait s'envoler son voile qu'elle tente de retenir à l'aide de ses mains. Cette dame est admiratrice de l'ex-maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Elle est particulièrement séduite par les actions sociales et les programmes politiques de développement de Barthélémy Diaz. 100 jours Barthélémy Diaz ci bopp Dakar ñu dañu jàpp ni Barthélémy Diaz travaille bien. C'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves à Mermoz Sacré-Cœur. Durant ce mois béni de Ramadan, il a distribué des vivres dans les mosquées et dans les écoles coraniques. Il a été rendre visite à des familles religieuses, musulmanes comme chrétiennes. Sa politique de pavage est aussi une excellente chose. Il ne peut y avoir de développement sans sable. Muy pavage, muy ville sans sable, loolu Dakar daf ko soxla. Contrairement aux deux autres, Rokhaya Ndongo ne s'intéresse pas du tout à l'actualité politique. Elle est profondément déçue par l'attitude des acteurs politiques qu'elle reproche d'être d'une certaine arrogance, en plus d'être indifférent aux préoccupations des populations. Franchement, j'entends juste son nom. Mais en tout ce qui concerne la politique, je ne suis pas mêlée, voyez-vous. Pourquoi vous n'êtes pas intéressé par la vie politique au Sénégal? Bon, mais parce que je crois que c'est un zéro. Ils sont là pour leur propre compte. Regardez les ordures dans les rues.
Et leur maison, c'est tellement bien fait. Donc je ne pense pas qu'il y a quelque chose d'important que je pourrais suivre dans la politique, vraiment. 100 jours est un temps relativement court pour faire des performances palpables, reconnaît la population qui attend toutefois au tournant le nouvel édile de la capitale. Rapport entre forces de sécurité et journalistes sur le terrain, maintien de l'ordre ou abus d'autorité, la question était au cœur du logo de l'information de l'amicale des étudiants du CESTI en collaboration avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Les panélistes ont listé les mots sans oublier des solutions pour une meilleure cohabitation. Les détails dans ce compte-rendu signé par Alioune Sow et Moussa Fall. Entre la presse et les forces de l'ordre, la relation est méfiante et malsaine, chose qui entache la démocratie sénégalaise. Dans tous les pays du monde, particulièrement dans nos pays africains, il y a des incidents de cette nature qui malheureusement impactent négativement sur nos classements en tant que pays démocratique dans l'échiquier de la liberté de la presse. Le sous-préfet de Dakar Plateau déplore et dégage les raisons de cette mauvaise relation. Quand il y a une manifestation interdite, ou bien quand ils sont dans un attroupement, ils doivent donc s'entourer de garanties comme quoi qu'ils ne sont pas infiltrés. Première chose. La deuxième chose, il faut qu'ils portent quand même des insignes quand même qui peuvent les identifier, comme quoi sont les journalistes, qui marquent effectivement leurs organes de presse. La troisième chose, pendant les manifestations, ils doivent être derrière les forces de défense et de sécurité et non pas en face des forces de sécurité. La quatrième chose maintenant, il faut qu'ils évitent de se faire convoquer par des manifestants. Malgré les mots, la relation est dynamique. Chacun doit jouer pleinement son rôle. Il faut la réglementation. Il faut qu'au niveau de la presse, on puisse savoir qui est journaliste, qui n'est pas journaliste. N'importe qui ne peut pas venir dans une manifestation et se proclamer journaliste. La troisième chose, il faut éviter de se prendre la tête. À chaque fois qu'on vous demande de faire une chose, dites que je suis journaliste. Le journaliste n'est pas un intouchable. La presse et les forces de l'ordre doivent organiser des tournois de football entre elles ou organiser de façon régulière des sessions de formation pour éviter les relations heurtées selon les panélistes. À Rufisque, la prolifération des écoles privées inquiète le préfet. D'ailleurs, une mission de contrôle et de vérification sera menée par l'inspection d'académie. Serigne Babacar Kane, préfet du département de Rufisque, est interrogé par notre correspondant permanent à Rufisque, Babacar Seck. Quelles que soient les richesses d'un pays, si sa jeunesse n'est pas déformée, je pense que cette jeunesse ne pourra pas profiter valablement de cette richesse-là. C'est la raison pour laquelle les initiatives consenties, entreprises par des privés pour accompagner l'État dans sa mission régalienne d'éduquer, nous en tant que représentants de l'État, on ne peut que accompagner, on ne peut que se satisfaire de ces initiatives et on ne peut que les accompagner. Il y a une prolifération d'écoles privées dans le département. Moi, pratiquement tous les jours, je reçois une déclaration d'ouverture d'écoles privées dans le département. Et je suis d'accord avec vous qu'il va falloir orienter la mission de contrôle des services de l'État pour amener ces écoles privées créées dans le département à se mettre à niveau et à se conformer à la réglementation. Certainement, les autorités seront sensibilisées dans ce sens-là. En tout cas, à mon niveau, je suis d'ailleurs avec l'inspecteur Ndongo qui représente l'inspecteur d'académie de Rufisque à cette visite. Et lui-même, il a constaté et les instructions seront données à l'inspecteur d'académie pour qu'une mission de contrôle et de vérification de ces écoles privées se tienne dans les meilleurs délais pour vérifier si ces écoles ouvertes sont en règle et celles-là qui ne sont pas en règle, que les mesures nécessaires soient prises. Mettre en place des bureaux CMU à Kaolack pour rationaliser les ressources, objectif éviter les fraudes dans la prise en charge des travailleurs du secteur informel, du monde rural et de leurs familles, telle est l'économie de la convention entre l'Agence de la couverture maladie universelle et les organisations mutualistes. Le point avec Adam Assar et Astumbaye. Cette signature de convention entre la CMU
Agence nationale pour la couverture maladie universelle et les organisations mutualistes entrent dans le cadre de la mise en place de bureaux CEMU, une innovation qui va renforcer le contrôle a priori. Nous avons de très bons résultats, mais nous avons pensé que c'était important d'améliorer la situation, de faire en sorte que cette charge de travail qui est très importante soit un peu segmentée. Et parmi les nouveautés, comme vous l'avez demandé, c'est la mise en place des bureaux CEMU. Comme vous le savez, il y a une asymétrie d'information entre les prestataires de soins et les mutualistes, de sorte que c'est très difficile de contrôler les factures. A priori, les mutualistes consommaient pratiquement tout ce qu'on leur donnait. De la même manière, au niveau de l'agence aussi, les Sénégalais qui sont des cibles des 0,5 ans, le sésame, la dialyse, se réveillaient, allaient à l'hôpital, et puis on nous a envoyé la facture a posteriori. Cette fois, nous avons pensé que c'était important de travailler cela et nous avons, avec nos autorités ministérielles, mis en place un arrêté qui permet de mettre en place ces bureaux CMU qui vont servir à quoi? Au contrôle a priori, c'est-à-dire la gestion des lettres de garantie, la gestion du parcours du patient, etc. doit maintenant revient en tout cas à ces bureaux CMU qu'on va confier plus ou moins aux mutuelles avec l'appui, l'accompagnement, l'encadrement de l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle. Les organisations mutualistes saluent cette nouveauté. Depuis 2018, nous signons des conventions, mais la nouveauté dans la convention que nous signons, c'est qu'aujourd'hui, l'État est en train, à travers l'agence, de renforcer la responsabilité des organisations mutualistes dans la gestion de la couverture maladie. Nous étions dans un partenariat pour aujourd'hui prendre en charge les populations du secteur rural, les groupes vulnérables. Si l'agence aujourd'hui nous implique dans la gestion des politiques de gratuité, c'est une nouveauté, c'est des avancées et c'est une confiance qui est accordée aux organisations mutualistes. Avec un taux de couverture de 53,6%, l'Agence nationale de la couverture maladie universelle compte renforcer son partenariat avec les organisations mutualistes pour mieux satisfaire les Sénégalais. À l'instant, le compte-rendu de Adama Sarr et Astumbaï, notre correspondant permanent à Kaolack. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce rendez-vous avec l'actualité à suivre sur ITV. Tout à l'heure, à 22h30, votre émission Iftar avec Didier Boups et Imam Pouy. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.